Ils pensaient qu'elle n'était rien, jusqu'à ce qu'elle devienne leur pire cauchemar. À l'aéroport de Brest, en Bretagne, l'air est lourd, saturé d'une tension invisible. Dans le hall d'attente presque désert, Aïssa Ndiaye, une avocate française d'origine sénégalaise, trône comme une énigme. Sa peau ébène contraste avec son tailleur bleu saphir, taillé sur mesure, qui épouse ses courbes avec une élégance insolente. Un éclat d'or brille à son poignet, une montre Patek Philippe héritée de sa grand-mère, symbole de lutte et de triomphe. Ses doigts, ornés de bagues serties de diamants, dansent sur le clavier de son ordinateur portable. À ses pieds, un sac Hermès, discret mais hors de prix, semble défier l'austérité de cet aéroport de province. Aïssa, absorbée par un dossier brûlant, prépare une plaidoirie pour une affaire de discrimination raciale à Paris. Mais ce qu'elle ignore, c'est que deux ombres l'observent depuis le poste de sécurité. Jacques Dupont, un agent bourru aux préjugés ancrés, murmure à son collègue Pierre Lambert: « Regarde-moi cette princesse africaine. Qu'est-ce qu'elle fait ici avec tout cet or ?» Leur ricanement résonne, chargé de mépris. Aïssa, sentant leur regard perçant, lève les yeux. Une colère sourde monte en elle. Pas la première fois qu'on la juge sur sa couleur ou son audace à exister avec panache. Ce soir, dans ce lieu oublié, l'injustice s'apprête à frapper. Mais Aïssa n'est pas une proie. Fille du ministre de l'Intérieur, elle porte en elle une force qui fera trembler ceux qui osent la sous-estimer. Avant de plonger dans cette histoire explosive, mettez 1 dans les commentaires si vous êtes prêt à vibrer avec nous et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous fera plaisir. Restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choquant vous attend et vous ne voudrez pas le rater. Dites-nous aussi, avez-vous déjà été témoin d'une injustice qui vous a révolté? Partagez vos histoires. Dans l'ombre du poste de sécurité de l'aéroport de Brest, où les néons blafards jettent une lueur froide sur les murs défraîchis, deux silhouettes se tiennent tapies, leurs yeux rivés sur Aïssa Ndiaye. La jeune avocate, toujours plongée dans son dossier sur son ordinateur portable, ignore encore que son éclat, sa prestance, sa simple existence dans cet espace provincial déclenchent une tempête de préjugés. Jacques Dupont, un agent de sécurité de 40 ans, au visage marqué par des années de méfiance et de certitudes biaisées, mâchonne un cure-dent avec un rictus narquois. À ses côtés, Pierre Lambert, plus jeune, 28 ans, aux joues encore roses d'inexpérience, suit son aîné comme une ombre docile, avide d'apprendre mais déjà corrompue par l'autorité toxique de Dupont. Leur uniforme, impeccablement repassé, contraste avec la laideur de leurs murmures. « Regarde-moi cette femme, Pierre », grogne Dupont, sa voix basse mais venimeuse, teintée d'un mépris qui semble gravé dans son âme. Toute cette quincaillerie dorée, ce sac de luxe, elle croit qu'elle peut parader ici comme à Paris. Aïssa, dont les doigts s'immobilisent un instant sur son clavier, perçoit un frisson d'hostilité dans l'air. Elle relève la tête, son regard perçant croisant celui des deux hommes à travers la vitre du poste. Une colère sourde, familière, commence à bouillonner en elle. Cette même rage qu'elle a ressentie tant de fois face au regard qui juge sa peau, son audace, son succès. Mais elle se ressaisit, replonge dans son travail, déterminée à ne pas leur donner la satisfaction d'une réaction. Pourtant, dans le poste, l'atmosphère s'alourdit. Dupont, dont les petits yeux scrutateurs brillent d'une lueur malveillante, pointe un doigt vers le sac Hermès d'Aïssa. « Ce genre de femmes, dit-il, son ton dégoulinant de sous-entendus racistes, elles n'ont rien à faire ici. Ces affaires, ça sent l'argent sale. Ou alors, c'est un cadeau d'un riche protecteur, si tu vois ce que je veux dire. » Lambert, hésitant, laisse échapper un rire nerveux, mais ses yeux trahissent une fascination malsaine pour l'élégance d'Aïssa. « Elle est impressionnante, non ?» tente-t-il, presque admiratif. Dupont le foudroie du regard. « Impressionnante ? Ne sois pas idiot. Elle joue un rôle, c'est tout. Une Africaine avec tout ce luxe, ça ne colle pas. » Le mépris de Dupont n'est pas seulement personnel. Il est le reflet d'une culture insidieuse, ancrée dans certaines franges de la société française où la réussite d'une femme noire est automatiquement suspectée, où son assurance est perçue comme une provocation. À Brest, petite ville côtière où les étrangers se font rares, Aïssa est une anomalie, un défi à l'ordre établi. Dupont, qui se considère comme le gardien autoproclamé de cet aéroport, sent son autorité menacée par cette femme qui ose exister avec tant de panache. Il se lève, ajuste sa ceinture où pend son badge
et son talkie-walkie, un sourire cruel étirant ses lèvres. Allons lui poser quelques questions, Pierre. On va voir si elle est aussi sûre d'elle face à nous. Lambert, mal à l'aise mais entraîné par l'élan de son aîné, acquiesce. Ce qui rend cette scène encore plus révoltante, c'est une découverte récente dans les archives de l'aéroport. Un détail que même Aïssa ignore à ce moment-là. Dupont a déjà été signalé pour des remarques racistes envers des passagers. Mais ses supérieurs ont fermé les yeux, préférant protéger l'un des leurs. Ce passe-droit, typique d'un système qui tolère l'injustice tant qu'elle ne fait pas de vagues, galvanise Dupont. Il s'avance vers Aïssa avec l'assurance d'un homme qui se croit intouchable, convaincu que sa plaque lui donne le droit de humilier. On va lui apprendre à rester à sa place, murmure-t-il à Lambert, qui hoche la tête, son malaise masqué par un sourire forcé. Alors qu'ils quittent le poste, leurs pas lourds résonnent dans le hall silencieux, comme un tambour annonçant une bataille imminente. Aïssa, sentant leur approche, referme son ordinateur avec une lenteur délibérée. Son pouls accélère, non pas de peur, mais d'une fureur contenue. Elle connaît ce scénario. Les questions biaisées, les insinuations voilées, les tentatives de la rabaisser. Mais ce soir, elle n'est pas seulement Aïssa Ndiaye, l'avocate brillante. Elle est la fille d'Étienne Ndiaye, ministre de l'Intérieur, une vérité qui dort comme une arme prête à être dégainée. Dans son esprit, une pensée s'impose. Elle ne laissera pas ces hommes la briser. Leur arrogance, leur mépris, leur abus de pouvoir vont bientôt se heurter à une force qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le choc est imminent, et l'aéroport de Brest, ce lieu insignifiant, va devenir le théâtre d'une confrontation où l'injustice sera mise à nu. Le silence oppressant du hall de l'aéroport de Brest est brisé par le claquement des bottes de Jacques Dupont et Pierre Lambert, qui s'approchent d'Aïssa Ndiaye avec une assurance arrogante. À peine ont-ils quitté leur poste de sécurité, où leurs murmures venimeux ont semé les graines de l'injustice, que l'atmosphère s'électrise. Aïssa, toujours assise, ses doigts suspendus au-dessus de son ordinateur portable, sent leur présence avant même de les voir. Un frisson de rage parcourt son corps, une colère forgée par des années de regards méprisants et d'insinuations voilées. Elle ferme son laptop avec une précision calculée, ses yeux noirs lançant des éclairs. Dupont, le meneur, s'arrête à quelques pas, les bras croisés, un sourire condescendant étirant ses lèvres. Lambert, légèrement en retrait, observe la scène avec une curiosité mêlée d'appréhension, son jeune visage trahissant un conflit intérieur. « Bonsoir, mademoiselle », lance Dupont, sa voix traînante dégoulinant de paternalisme. « Je suis Jacques Dupont, agent de sécurité, et voici mon collègue, Pierre Lambert. Vous semblez, disons, un peu hors du commun pour notre petit aéroport. » Le ton est faussement courtois, mais chaque mot est une flèche empoisonnée, visant à déstabiliser. Aïssa le fixe sans ciller, son expression impassible masquant la tempête qui gronde en elle. « Bonsoir, messieurs », répond-elle, sa voix claire et ferme, un bouclier contre leur hostilité. « Je suis une passagère, attendant un vol privé. Je travaille en attendant, rien d'extraordinaire. » Sa réponse, polie mais directe, désarçonne Dupont, qui s'attendait à de la confusion ou de la soumission. Le sourire de Dupont s'efface, remplacé par une moue de dédain. « Rien d'extraordinaire, dites-vous » rétorque-t-il, s'avançant d'un pas, son ombre projetée sur la table où repose le sac Hermès d'Aïssa. Avec ce costume de haute couture, ces bijoux qui brillent comme un phare, il pointe le sac du menton. Cet accessoire de luxe, vous ne passez pas inaperçu. D'où vient tout ça, hein? L'insinuation est claire. Une femme noire, aussi élégante soit-elle, ne peut posséder de telles richesses légitimement. Aïssa sent une vague de fureur monter, ses poings se serrant sous la table. Elle connaît ce script, les accusations déguisées, les stéréotypes racistes drapés dans un vernis d'autorité. Mais ce soir, à Brest, elle refuse de jouer leur jeu. Lambert, encouragé par l'audace de Dupont, intervient avec une remarque qui fait grimper la tension. « Vous savez, mademoiselle, une femme seule, avec tout cet attirail, ça peut attirer l'attention, pas toujours la bonne. Vous devriez être plus discrète. » Le sous-entendu sexiste est flagrant, comme si l'élégance d'Aïssa était une invitation au jugement, une provocation. Aïssa le dévisage, ses yeux brûlants d'une indignation contenue. « Être discrète ?» répète-t-elle, sa voix plus tranchante. « Je suis ici pour attendre un vol, pas pour répondre à vos préjugés sur mon apparence ou mon genre.
Dupont éclate d'un rire rauque, un son qui résonne dans le hall vide comme une gifle. Oh, regardez-moi ça, Pierre! On dirait une avocate qui connaît ses droits. Il se penche légèrement, son visage à quelques centimètres de celui d'Aïssa, une tentative claire d'intimidation. Écoutez, ma petite, ici, c'est nous qui décidons ce qui est suspect. Et une femme comme vous, avec tout ce luxe, dans un endroit comme celui-ci, ça sent les ennuis. D'où venez-vous vraiment? Et qui paye pour tout ça? La question, lourde de racisme, est une attaque directe contre l'identité d'Aïssa, suggérant qu'elle n'a pas sa place dans cet univers de privilèges. Ce qui rend cet échange encore plus révoltant, c'est un détail que Dupont ignore. Aïssa, avant d'arriver à l'aéroport, a reçu un appel urgent d'un collègue à Paris, lui confiant des documents numériques sensibles sur une affaire de corruption impliquant des fonctionnaires locaux. Ces documents, stockés sur une clé USB cachée dans son sac, sont la raison de son voyage précipité. Cette mission, qu'elle garde secrète, ajoute une couche de danger à la confrontation. Si Dupont et Lambert décidaient de fouiller son sac sans mandat, ils risqueraient non seulement de violer ses droits, mais aussi de compromettre une enquête nationale. Cette ironie, des agents abusant de leur pouvoir face à une femme qui lutte contre l'injustice au plus haut niveau, amplifie l'outrage. Aïssa, maîtrisant sa colère, répond avec une froideur glaciale. Je viens de Brest, où j'ai défendu une cause contre la discrimination. Et ce que je porte, je l'ai gagné par mon travail. Vous n'avez aucun motif pour m'interroger ainsi. Sa voix, bien que calme, porte une autorité qui ébranle Lambert. Il baisse les yeux, mal à l'aise, mais Dupont, piqué au vif, redouble d'agressivité. Gagné par votre travail, ricane-t-il. On verra ça. Vous allez nous montrer vos papiers, et peut-être qu'on jettera un œil dans ce sac. Simple contrôle de routine. Il pose une main sur la table, près du sac, un geste provocateur. À cet instant, la fureur d'Aïssa atteint son paroxysme. Elle se lève, droite comme une statue, son regard transperçant Dupont. « Vous n'avez aucun droit de toucher mes affaires sans mandat », déclare-t-elle, chaque mot comme un coup de fouet. Et vos insinuations sont non seulement illégales, mais profondément insultantes. Le hall, jusque-là silencieux, semble vibrer de la tension. Un employé de l'aéroport, caché derrière un comptoir, observe la scène, son téléphone à la main, hésitant à intervenir. Ce témoin inattendu, un jeune breton nommé Mathieu, a déjà été victime des brimades de Dupont. Son regard croise brièvement celui d'Aïssa, et un éclair de solidarité passe entre eux. Un détail qui pourrait changer le cours des événements. Dupont, déstabilisé par la résistance d'Aïssa, sent son autorité vaciller. « Vous voulez jouer les malignes ?» grogne-t-il, sa voix tremblant de rage. « On peut rendre ça beaucoup plus compliqué pour vous. » Lambert, nerveux, tente de calmer le jeu. « Allons, mademoiselle, coopérez, c'est plus simple pour tout le monde. » Mais leurs mots ne font qu'attiser la détermination d'Aïssa. Elle sait que ce n'est pas qu'une question de contrôle. C'est une tentative délibérée de l'humilier, de la réduire à un stéréotype. Et pourtant, dans son esprit, une pensée la soutient. Elle n'est pas seule. Son père, Étienne Ndiaye, ministre de l'Intérieur, est à un appel de distance. Cette vérité, encore cachée, est une bombe prête à exploser, et l'aéroport de Brest est sur le point de devenir le théâtre d'une justice implacable. L'air dans le hall de l'aéroport de Brest semble se figer, saturé d'une tension presque palpable. Aïssa Ndiaye, debout, droite comme une statue de marbre, fixe Jacques Dupont avec une intensité qui fait vaciller son assurance. Ces mots, « Vous n'avez aucun droit de toucher mes affaires sans mandat », résonnent encore, un défi lancé à l'autorité autoproclamée des deux agents de sécurité. Dupont, dont le visage rougit sous l'effet de la colère et de l'humiliation, recule d'un pas, mais son regard reste chargé de mépris. Pierre Lambert, nerveux, jette des coups d'œil entre son aîné et Aïssa, comme s'il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Le silence, brisé seulement par le bourdonnement lointain d'un climatiseur, est une bombe à retardement. Aïssa, son sac Hermès toujours posé sur la table, protège son contenu. Non seulement ses effets personnels, mais aussi la clé USB contenant des preuves explosives d'une affaire de corruption. Cette vérité, qu'elle garde secrète, ajoute une urgence brûlante à sa détermination. Dupont, piqué au vif par la résistance d'Aïssa, retrouve sa voix. « Pas de mandat ?» grogne-t-il, sa voix tremblant d'une rage mal contenue. « Vous croyez que vos grands airs d'avocate vont nous impressionner ?
Ici, c'est nous qui faisons la loi. Il s'avance à nouveau, sa main effleurant délibérément le bord du sac, un geste provocateur destiné à tester les limites d'Aïssa. Elle pose une main ferme sur le sac, ses ongles impeccablement manucurés contrastant avec la brutalité de la scène. « Ne touchez pas », dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Ce simple acte de défi fait monter la fureur de Dupont à un niveau dangereux. « Oh, vous voulez jouer les durs » crache-t-il, ses petits yeux plissés de haine. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, ma petite. » Le terme, chargé de condescendance sexiste, est une gifle verbale. Mais Aïssa reste immobile, son regard brûlant d'une colère froide. Lambert, sentant la situation échapper à tout contrôle, tente une approche plus conciliante, mais ses mots trahissent le même préjugé. « Écoutez, mademoiselle, » dit-il, son ton faussement apaisant, « si vous coopérez, on peut régler ça vite. Une femme comme vous, toute seule ici, avec tout ce matériel, ça attire les soupçons. On veut juste s'assurer que tout est en ordre. » L'insinuation à peine voilée que sa présence et son apparence sont intrinsèquement suspectes fait bouillir le sang d'Aïssa. Elle sent une vague de fendre l'envahir, une rage nourrie par des années d'injustice similaires. Les regards qui scrutent, les questions qui doutent, les tentatives de la réduire à un stéréotype. « En ordre ?» répète-t-elle, sa voix montant d'un cran, vibrante d'indignation. « Ce qui n'est pas en ordre, c'est votre façon de me traiter, basée sur ma couleur de peau et mon genre. Vous n'avez aucun motif légal pour ce harcèlement. » Ce qui rend cet affrontement encore plus insupportable, c'est un détail que Dupont et Lambert ignorent. Aïssa, avant d'arriver à l'aéroport, a été avertie par un collègue que des fonctionnaires corrompus, liés à son enquête, pourraient tenter d'intercepter ses documents. Cette menace, bien que vague, plane sur la scène, transformant l'agressivité des agents en un danger potentiellement plus sinistre. Et si leur contrôle n'était pas seulement un abus de pouvoir, mais une tentative orchestrée pour compromettre son travail? Cette possibilité, bien que non confirmée, ajoute une couche de paranoïa et d'urgence à la confrontation. Aïssa, consciente du poids de sa mission, sent que céder maintenant pourrait non seulement la mettre en danger, mais aussi saboter une enquête qui pourrait ébranler des réseaux puissants. Dupont, insensible à la gravité de la situation, passe à la menace directe. « Vous voulez parler de harcèlement ?» ricane-t-il, sa voix devenant menaçante. « On peut vous emmener dans une salle à l'arrière, loin des regards, pour un contrôle, plus approfondi. Vous préférez ça, ou vous nous montrez ce qu'il y a dans ce sac ?» Il fait un pas de plus, son corps envahissant l'espace personnel d'Aïssa, une tactique d'intimidation brutale. Lambert, mal à l'aise, ajoute « Allons, soyez raisonnable. Une femme intelligente comme vous ne veut pas d'ennui, non ?» Ces mots, censés calmer, ne font qu'attiser la fureur d'Aïssa. Elle recule légèrement, non pas par peur, mais pour prendre appui, ses yeux lançant des éclairs. « Vous osez me menacer ?» dit-elle, sa voix résonnant dans le hall. « Vous abusez de votre pouvoir, et vous le savez. Ce que vous faites est illégal, et je ne me tairai pas. » À cet instant, un élément inattendu intensifie la scène. Mathieu, l'employé de l'aéroport aperçu plus tôt, sort discrètement de derrière son comptoir. Il tient son téléphone, l'écran allumé, et semble enregistrer la confrontation. Ce geste, risqué dans un environnement dominé par l'autorité de Dupont, est un acte de courage silencieux. Mathieu, qui a lui-même souffert des brimades de Dupont, voit en Aïssa une figure de résistance. Son intervention, bien que discrète, est une lueur d'espoir dans l'obscurité de l'injustice. Aïssa, captant son mouvement du coin de l'œil, ressent un élan de solidarité. Elle sait qu'elle n'est pas seule, mais la présence de Mathieu ne suffit pas à apaiser sa colère. Dupont, remarquant le téléphone de Mathieu, se retourne brusquement. « Toi, là-bas ?»« Range ça tout de suite !» aboie-t-il, son autorité vacillante. Mais Mathieu, galvanisé par la bravoure d'Aïssa, ne bouge pas. Cette distraction donne à Aïssa un instant pour reprendre son souffle, mais elle sait que le danger est loin d'être écarté. Dupont, furieux d'être défié par une femme noire et un subalterne, revient à Aïssa avec une agressivité redoublée. « Vous pensez que vous pouvez nous tenir tête ?» gronde-t-il, sa main frôlant maintenant son talkie-walkie, comme s'il envisageait d'appeler des renforts. « On va voir qui a le dernier mot ici. » La fureur d'Aïssa atteint un sommet. Elle sent chaque fibre de son être vibrer d'une rage juste, alimentée par l'injustice, le racisme, le sexisme
et l'arrogance de ces hommes qui croient pouvoir la briser. Mais dans son esprit, une certitude brille. Elle n'est pas une victime. Elle est Aïssa Ndiaye, avocate, combattante et fille d'Étienne Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Cette vérité qu'elle retient encore est une arme qu'elle brandira au moment parfait. Pour l'instant, elle se tient prête, son regard défiant Dupont, attendant l'instant où leur arrogance s'effondrera sous le poids de leur propre erreur. L'aéroport de Brest, ce lieu insignifiant, est sur le point de devenir l'épicentre d'une tempête de justice. La tension dans le hall de l'aéroport de Brest atteint un point de rupture. Un fil tendu prêt à céder sous le poids de l'injustice. Aïssa Ndiaye, debout face à Jacques Dupont, dont la main menaçante plane toujours près de son talkie-walkie, sent une colère incandescente consumer chaque fibre de son être. Les mots de Dupont, « On va voir qui a le dernier mot ici », résonnent encore. Une provocation finale qui pousse Aïssa au bord de l'explosion. Pierre Lambert, le regard vacillant entre peur et loyauté envers son aîné, tente de maintenir une façade d'autorité, mais ses mains tremblent légèrement. Derrière un comptoir, Mathieu, l'employé discret, continue d'enregistrer la scène avec son téléphone, son courage silencieux ajoutant une pression invisible sur les deux agents. Le hall, baigné dans la lumière crue des néons, semble retenir son souffle, attendant l'inévitable déflagration. Soudain, Aïssa redresse les épaules, son port altier renforçant l'aura d'une femme qui refuse de plier. Sa voix, jusqu'alors tranchante mais maîtrisée, prend une tonalité nouvelle, froide et implacable, comme le couperet d'une guillotine. « Vous voulez savoir qui je suis ?» demande-t-elle, ses yeux noirs perçant ceux de Dupont avec une intensité qui le fait reculer instinctivement. Sans attendre une réponse, elle enchaîne, chaque mot pesé et chargé d'une autorité écrasante. « Je m'appelle Aïssa Ndiaye, et mon père est Étienne Ndiaye, ministre de l'Intérieur de la République française. » Le silence qui suit est assourdissant, un vide où le bourdonnement du climatiseur devient presque oppressant. Le visage de Dupont, rouge de colère quelques instants plus tôt, blêmit comme s'il venait de voir un fantôme. Lambert, figé, laisse échapper un souffle rauque, ses yeux écarquillés de panique. L'annonce d'Aïssa est une bombe, un renversement brutal qui transforme l'arrogance des deux agents en terreur pure. Dupont, dont l'assurance reposait sur des années d'impunité, sent le sol s'effondrer sous lui. « Le ministre » balbutie-t-il, sa voix brisée, à peine audible. Il tente un rire nerveux, un dernier sursaut d'incrédulité. « Vous bluffez, c'est ça ?» Mais Aïssa, immobile, le fixe sans ciller, son regard dénué de toute pitié. Elle sort lentement son téléphone de la poche de son tailleur, ses gestes méthodiques contrastant avec la panique grandissante des deux hommes. « Vous voulez vérifier ?» dit-elle, un sourire glacial effleurant ses lèvres. « Je peux appeler mon père maintenant. Ou peut-être préférez-vous que je contacte directement le préfet de Bretagne. » Ce qui rend ce moment encore plus électrisant, c'est un détail que Dupont et Lambert ignorent. Aïssa, en plus de son lien avec le ministre, est personnellement impliquée dans une enquête qui touche des cercles de pouvoir locaux. La clé USB dans son sac contient des preuves contre des fonctionnaires corrompus, dont certains ont des connexions avec des officiers de sécurité régionaux. Cette coïncidence, que leur harcèlement pourrait être lié, même involontairement, à une tentative de sabotage, ajoute une couche de danger et de suspense. Aïssa, consciente de cette possibilité, sent que chaque seconde de cette confrontation est une bataille pour protéger non seulement sa dignité, mais aussi une cause plus grande. Dupont, désemparé, tente de reprendre le contrôle. « Écoutez, mademoiselle Ndiaye », bredouille-t-il, son ton passant de l'agressivité à une servilité pathétique. « On faisait juste notre travail, un simple contrôle, rien de personnel. » Mais ces mots sonnent creux, et Aïssa ne lui accorde aucune indulgence. « Rien de personnel ?» répète-t-elle, sa voix vibrant d'une fureur contenue. « Vous m'avez ciblé à cause de ma couleur de peau, de mon genre, de mon apparence. Vous avez abusé de votre pouvoir, menacé mes droits, et osé insinuer que je n'ai pas ma place ici. C'est très personnel. » Chaque accusation est un coup, et Dupont, acculé, baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Lambert, au bord de la panique, intervient, sa voix tremblante. « S'il vous plaît, on ne savait pas. On ne voulait pas vous offenser. » Mais Aïssa, implacable, secoue la tête. « Votre ignorance n'est pas une excuse, » dit-elle. « Votre comportement est une honte pour l'uniforme que vous portez. » À cet instant,
Mathieu, toujours en retrait, lève discrètement son téléphone, capturant chaque mot. Ce détail, inconnu des agents, est une épée de Damoclès. La vidéo, si elle est diffusée, pourrait devenir virale, exposant leur inconduite au grand jour. Cette menace implicite, combinée à la révélation d'Aïssa, transforme la scène en un véritable champ de bataille morale. La rage d'Aïssa, alimentée par des années d'injustice similaires, atteint son apogée. Elle pense à sa grand-mère, dont la montre Patek Philippe symbolise la lutte contre l'oppression, et à toutes les femmes noires qui, contrairement à elle, n'ont pas un père ministre pour les protéger. Cette pensée renforce sa détermination. Vous paierez pour ceci, déclare-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. Pas parce que je suis la fille d'un ministre, mais parce que ce que vous avez fait est inacceptable. Elle commence à composer un numéro sur son téléphone, ses doigts fermes malgré la tempête intérieure. Dupont, désespéré, fait un pas vers elle, les mains levées en un geste de supplication. « Attendez, mademoiselle Ndiaye, s'il vous plaît, implore-t-il, sa voix brisée. On peut s'arranger, pas besoin d'aller si loin. Mais Aïssa l'ignore, son regard fixé sur l'écran. Lambert, pétrifié, murmure « On est fichu !» Leur arrogance, leur mépris, leur sentiment d'invincibilité se sont effondrés en un instant, remplacés par une peur viscérale. Mathieu, toujours en train d'enregistrer, échange un regard avec Aïssa, un signe de solidarité qui renforce sa resolve. Ce qui distingue ce moment, c'est une valeur nouvelle. Aïssa ne se contente pas de brandir son privilège familial. Elle agit en tant que défenseur de la justice, consciente que son combat dépasse sa propre expérience. Sa décision de confronter les agents, même avant de révéler son identité, montre une force intérieure qui transcende son statut. De plus, la présence de Mathieu introduit un élément d'espoir communautaire. Un simple employé, inspiré par le courage d'Aïssa, devient un acteur clé dans la quête de vérité. Alors que le téléphone d'Aïssa commence à sonner, le hall de l'aéroport semble vibrer d'une énergie nouvelle. Les agents, autrefois dominateurs, sont réduits à l'état de spectateurs impuissants de leur propre chute. Aïssa, au centre de la scène, incarne une force inarrêtable, une femme noire qui, par sa bravoure et son héritage, est sur le point de transformer cet aéroport insignifiant en un symbole de justice. L'appel se connecte, et une voix grave, celle d'Étienne Ndiaye, retentit. La tempête est sur le point de s'abattre, et Brest ne sera plus jamais le même. Le hall de l'aéroport de Brest, figé dans une tension suffocante, devient le théâtre d'une chute vertigineuse. Aïssa Ndiaye, son téléphone pressé contre l'oreille, attend la réponse de son père, Étienne Ndiaye, ministre de l'Intérieur, tandis que Jacques Dupont et Pierre Lambert, jadis dominateurs, se tiennent devant elle, réduits à l'état de spectres tremblants. Les mots d'Aïssa, « Vous paierez pour ceci », résonnent encore, un verdict implacable qui a transformé leur arrogance en panique. Dupont, le visage livide, tente de formuler une excuse, mais sa voix s'étrangle dans sa gorge. Lambert, les yeux exorbités, fixe le sol comme s'il pouvait y trouver une issue. Mathieu, l'employé discret, continue d'enregistrer la scène depuis son comptoir, son téléphone capturant chaque instant de ce drame. Le bourdonnement du climatiseur, seul bruit audible, amplifie l'agonie des deux agents, dont l'univers s'effondre sous le poids de leur propre mépris. Aïssa, immobile, incarne une force inébranlable. Sa colère, forgée par des années d'injustice et attisée par les insultes racistes et sexistes des deux hommes, brûle avec une intensité froide. Elle pense à la clé USB dans son sac, contenant des preuves contre des fonctionnaires corrompus, et à la menace implicite que représente cet affrontement. Et si Dupont et Lambert, par leurs zèles malveillants, étaient liés, même involontairement, à ceux qui cherchent à bloquer son enquête? Cette pensée, bien que spéculative, ajoute une urgence à sa détermination. Lorsque la voix grave de son père retentit enfin à l'autre bout du fil, « Aïssa, ma chérie, tu vas bien ?» Elle sent une vague de soulagement, mais sa rage reste intacte. « Papa ?» répond-elle, sa voix ferme malgré la tempête intérieure, « Je suis à l'aéroport de Brest, et deux agents de sécurité m'ont harcelé sans raison. » Elle relate l'incident avec une précision chirurgicale, sa voix monocorde masquant à peine la fureur qui gronde. Elle décrit les remarques racistes de Dupont, insinuant que son luxe était illégitime, les commentaires sexistes de Lambert, suggérant qu'une femme comme elle devrait être discrète, et leurs menaces de fouilles illégales. Elle mentionne leurs tentatives d'intimidation, leurs mains frôlant son sac, et leur mépris lorsqu'elle a invoqué ses droits.
Ils m'ont traité comme une criminelle, dit-elle, uniquement à cause de ma couleur de peau et de mon apparence. À chaque mot, Dupont et Lambert s'enfoncent davantage dans la panique. Dupont, les mains moites, tente d'interrompre. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mais un regard d'Aïssa le réduit au silence. Lambert, au bord des larmes, murmure. On ne savait pas. Ce qui rend cette scène encore plus saisissante, c'est un détail inattendu. Mathieu, toujours en train d'enregistrer, envoie discrètement la vidéo à un contact, une journaliste locale connue pour dénoncer les abus de pouvoir. Cette action, impulsée par le courage d'Aïssa, transforme l'incident en une affaire potentiellement explosive, susceptible d'atteindre les réseaux sociaux et les médias nationaux. Cette menace, encore inconnue des agents, plane comme une ombre, renforçant l'idée que leur chute ne sera pas seulement personnelle, mais publique. De plus, Aïssa, en relatant l'incident, mentionne un détail crucial à son père. Un badge sur l'uniforme de Dupont portait un insigne honorifique, décerné par un fonctionnaire impliqué dans son enquête anticorruption. Cette coïncidence, bien que non prouvée, suggère un lien troublant, ajoutant une couche de suspense et de danger. Étienne Ndiaye, connu pour son calme légendaire mais inflexible, écoute en silence, sa colère montant à chaque détail. « Ils t'ont touché » demande-t-il, sa voix durcie par une fureur contenue. « Non » répond Aïssa, « mais ils ont menacé de le faire. » Elle lit les noms sur leur badge, Jacques Dupont et Pierre Lambert, agents de sécurité de l'aéroport de Brest. Le ministre, sans hésiter, prend le contrôle. « Reste où tu es, Aïssa » ordonne-t-il. « Ne parle plus à ces hommes. Je contacte immédiatement le préfet de Bretagne et le directeur de la police nationale. Une équipe de l'inspection générale de la police nationale sera là dans l'heure. Tu as été parfaite, ma fille. Je suis fier de toi. » L'appel se termine, et Aïssa range son téléphone, son regard toujours fixé sur les deux agents. Dupont, désormais un homme brisé, tente une dernière supplication. « Mademoiselle Ndiaye » balbutie-t-il, sa voix chevrotante. « Nous sommes désolés, vraiment. C'était une erreur, un malentendu. » Mais Aïssa, inflexible, secoue la tête. « Une erreur » rétorque-t-elle, sa voix vibrante d'indignation. « Vous avez abusé de votre pouvoir, vous m'avez humilié, vous avez jugé ma valeur à travers vos préjugés. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute grave. » Lambert, effondré, s'appuie contre un mur, son visage blême. Mathieu, toujours en retrait, baisse son téléphone, mais son regard croise celui d'Aïssa, un signe de respect muet. Ce qui distingue cet instant, c'est une valeur nouvelle. Aïssa ne se contente pas de défendre sa dignité. Elle agit comme une catalyseuse de changement. Sa confrontation, amplifiée par l'action de Mathieu, pourrait exposer non seulement l'inconduite des agents, mais aussi les failles d'un système qui tolère de tels abus. Cette perspective, combinée à la menace que représente la clé USB, donne à l'incident une portée qui dépasse le cadre personnel. De plus, la mention de l'insigne de Dupont introduit une intrigue secondaire. Et si cet affrontement était lié à des forces plus puissantes cherchant à protéger leurs intérêts? Moins de 20 minutes plus tard, des phares perçant la nuit devant l'aéroport. Une berline noire, aux vitres teintées, s'arrête brusquement, suivie d'une voiture de police aux gyrophares éteints. Deux hommes en costume, visage sévère, et une femme portant l'insigne de l'inspection générale de la police nationale descendent de la berline. Un officier en uniforme, le directeur régional de la sécurité, sort de la voiture de police, son expression mêlant honte et colère. En voyant Aïssa, élégante et inébranlable, et les deux agents, pâles et tremblants, il comprend immédiatement la gravité de la situation. « Mademoiselle Ndiaye, dit-il, s'approchant avec déférence, nous sommes ici pour vous assister. » Aïssa, toujours droite, hoche la tête, sa fureur désormais canalisée en une détermination froide. La justice qu'elle a invoquée est arrivée, et les murs de l'aéroport de Brest vibrent sous l'impact de cet instant décisif. Dans les minutes qui suivent l'arrivée des officiers de l'Inspection générale de la police nationale, IGPN, à l'aéroport de Brest, le hall, autrefois théâtre d'une injustice criante, se transforme en une arène de reddition. Aïssa Ndiaye, debout, son tailleur bleu saphir intact malgré la tempête, observe avec une froide satisfaction alors que Jacques Dupont et Pierre Lambert, désormais dépouillés de leur arrogance, se tiennent face au directeur régional de la sécurité. « Remettez vos badges et vos équipements », ordonne ce dernier, sa voix rauque de colère et de honte. Dupont,
les mains tremblantes, détache son insigne, celui-là même qui portait l'honneur douteux d'un fonctionnaire lié à l'enquête d'Aïssa. Lambert, le visage blême, suit mécaniquement, ses yeux évitant ceux d'Aïssa. Lambert, le visage blême, suit mécaniquement, ses yeux évitant ceux d'Aïssa. Leur destitution immédiate, sous les regards sévères des agents de l'IGPN, marque la fin de leur règne autoproclamé. L'enquête qui suit, supervisée par le ministère de l'Intérieur, est d'une rapidité implacable. Les témoignages d'Aïssa, précis et accablants, forment le cœur de l'accusation. Les enregistrements de Mathieu, désormais entre les mains d'une journaliste locale, deviennent viraux sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation nationale. Des employés de l'aéroport, libérés par le courage de Mathieu, révèlent d'autres abus de Dupont, des remarques racistes, des intimidations sexistes, tolérées par un système complice. Un détail troublant émerge. L'insigne de Dupont, lié à un fonctionnaire corrompu, suggère que son zèle pourrait avoir été influencé par des ordres extérieurs, une piste que l'IGPN explore avec sérieux. Cette révélation, bien que non confirmée, attise la fureur d'Aïssa, qui voit dans cette affaire une preuve de la corruption systémique qu'elle combat. Dupont et Lambert, confrontés à des preuves écrasantes, sont licenciés définitivement meuble définitif de la police de Brest. Ils perdent leurs avantages et leurs dossiers sont marqués d'une faute grave pour abus de pouvoir et discrimination. Ils ne pourront plus jamais travailler dans la sécurité en France. Leur réputation, dans la petite communauté de Brest, est anéantie, leur nom associé à un scandale qui fait la une des journaux, de Ouest France à Le Monde. Pour Aïssa, cette issue n'est pas une victoire personnelle à célébrer bruyamment, mais une justice nécessaire. Sa colère, toujours vive, se mue en une détermination renforcée. Elle pense aux femmes noires, aux minorités, qui n'ont pas un père ministre pour les défendre, et cette pensée ravive sa fureur contre un système qui protège les puissants au détriment des vulnérables. Ce qui rend cette résolution unique, c'est l'impact inattendu de l'action de Mathieu. Sa vidéo, devenue virale, inspire une campagne locale, Brest pour la justice, qui exige des réformes dans la sécurité aéroportuaire. Cette initiative, soutenue par Aïssa, donne une voix aux victimes silencieuses, un contraste avec le récit original où le changement repose uniquement sur l'intervention d'une figure d'autorité. L'aéroport de Brest, un lieu autrefois insignifiant, devient un symbole de responsabilité. Aïssa, désormais une figure publique, utilise son expérience pour plaider en faveur de réformes policières et de la justice raciale. Dans ses discours, elle évoque rarement son père, préférant se présenter comme une femme noire confrontée à l'injustice, une perspective qui résonne auprès de milliers de personnes. Étienne Ndiaye, en tant que ministre, gère l'affaire avec professionnalisme, évitant tout favoritisme tout en promouvant des débats nationaux sur les préjugés dans les forces de l'ordre. Cette affaire, amplifiée par la colère collective sur les réseaux sociaux, sert d'avertissement aux institutions françaises. L'arrogance et les préjugés ont un prix. Elle montre que la justice, bien que parfois lente, peut surgir de révélations inattendues, comme le courage d'un employé ou la détermination d'une femme. Aïssa, portée par sa fureur et son héritage, transforme cette épreuve en un appel à l'action, prouvant que l'égalité et le respect sont des droits inaliénables, quel que soit l'endroit ou l'apparence.